on les manipule. Et quand on prendra le pouvoir, de toute façon, c'est nous qui déciderons. Ce FPLP, aujourd'hui, via Salah Hamouri, donc, approche des députés de LFI. Il n'y a qu'en France, aujourd'hui, qu'on est surpris de savoir qu'il y a un lien entre la République islamique d'Iran et les frères musulmans. Emmanuel Razavi, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Nous sommes donc ravis de vous recevoir sur Frontières. Vous êtes journaliste et grand reporter. Vous connaissez extrêmement bien le Proche-Orient et la mouvance islamiste que vous suivez depuis près de 30 ans. Vous êtes français, mais vous êtes aussi d'origine iranienne. Et c'est de l'Iran dont il va être question durant cet entretien, puisque vous publiez en collaboration avec le journaliste Jean-Marie Montali ce livre, aux éditions du CERF, La pieuvre de Téhéran, une enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et à travers le monde. Notre magazine, Les Oligarques, ces millionnaires qui financent la gauche, est d'ores et déjà disponible en kiosque et sur www.frontieresmedia.fr. Vous y retrouvez de vastes enquêtes sur tous ces milliardaires et ces hommes puissants d'affaires qui financent la gauche et qui la soutiennent. Emmanuel Razavi, nous vous recevons seulement quelques jours après la fin de la guerre dite des 12 jours entre Israël et l'Iran, que la République islamique, qui a vu la République islamique en sortir très affaiblie. Ce cessez-le-feu, est-ce l'ultime répit avant la fin du règne des mollahs ? Je crois que c'est très difficile de répondre à votre question. On peut dire une chose, en tout cas, c'est que le régime est abîmé. La République islamique d'Iran connaît des fractures qui sont des fractures très profondes, qui datent de bien avant en fait, cette guerre des 12 jours, telle qu'on la qualifie. Depuis maintenant quelques années, si vous voulez, il y a plusieurs courants au sein de la République islamique, mais il y a deux courants majoritaires qui s'affrontent. Un courant qu'on appelle conservateur, ou khomeïniste, qui est issu en fait de la révolution islamique de 1979, portée par l'ayatollah Khomeini. Si vous voulez, c'est un courant qui est très anti-occidental. Et puis, vous avez un courant réformateur qui regroupe plutôt des milieux d'affaires, mais également des mafias, des mafieux, en fait, qui sont proches des cartels, si vous voulez, colombiens, russes parfois aussi, qui investissent beaucoup, en fait, dans la drogue, enfin, différents trafics, que ce soit le narcotrafic, que ce soit le trafic d'armes. Voilà. Donc, si vous voulez, le régime, il est déjà très fragile. Et bien avant la guerre, si vous voulez, un certain nombre de gens des oppositions iraniennes, je rappelle qu'il y a beaucoup de mouvements d'opposition en Iran, tant à l'intérieur d'ailleurs du pays qu'à l'extérieur dans la diaspora. Voilà, tout le monde disait la question aujourd'hui n'est pas de savoir si le régime va tomber, parce qu'on est sûr qu'il tombera tôt ou tard, mais quand ? Alors pourquoi on est sûr qu'il va tomber ? Parce qu'il y a une fracture aussi générationnelle en Iran. La moyenne d'âge de ce pays qui compte près de 90 millions d'habitants, c'est 32 ans. Ces jeunes Iraniens, si vous voulez, ils rêvent de vivre, même s'ils sont au Moyen-Orient, de vivre avec la même liberté qu'en Occident. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Ils sont en rupture aussi, si vous voulez, avec le régime. On l'a vu d'ailleurs pendant la révolte ou révolution Femmes, Vie, Liberté, il y a 2 ans et demi. Donc si vous voulez, il y a un contexte aujourd'hui qui est très clairement en fait, fragilisant pour la République islamique. D'abord sur le plan intérieur, parce qu'il y a une forte contestation populaire, et puis au sein même du régime, puisqu'il y a des tendances différentes qui s'affrontent. Attendu que ces fameux réformateurs, aujourd'hui, sont plutôt ouverts à des négociations avec l'Occident. Il y a pas mal de défections chez eux. Un certain nombre d'entre eux se rapprochent, si vous voulez, de certains mouvements de résistance ou d'opposition iranienne. Voilà, pour essayer de trouver, si vous voulez, une issue et peut-être une suite au régime actuel, qui est un régime totalitaire, il faut le rappeler, islamiste et totalitaire. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans votre livre, en guise d'introduction, vous revenez sur la fameuse révolution iranienne de 1979, qui a vu l'arrivée au pouvoir des islamistes en Iran. Ces islamistes, avec l'ayatollah Khomeini comme guide, se sont alliés avec l'extrême gauche iranienne. Cette extrême gauche a immédiatement été massacrée par ses alliés islamistes une fois le Shah d'Iran renversé. Est-ce le sort qui attend l'extrême gauche occidentale, et française en particulier, alliée avec les islamistes dans une nouvelle forme d'islamo-gauchisme, le terme ayant justement été inventé à l'occasion de la révolution iranienne de 1979 ? Alors, écoutez, il y a une chose qui est sûre, c'est que la convergence entre les islamistes et l'extrême gauche est toujours vue par les gens de l'extrême gauche comme étant une manipulation en fait des islamistes. Et ce que disaient les gens du Parti communiste iranien ou des Moudjahidines du peuple avant la révolution, ils disaient de toute façon, on les manipule. Et quand on prendra le pouvoir, de toute façon, c'est nous qui déciderons. Sauf que c'est le contraire qui s'est passé, ils ont été massacrés. Vous avez plusieurs milliers de gens qui appartenaient au Parti communiste ou aux Moudjahidines du peuple qui ont été exécutés en fait, par le régime iranien. On parle au moins de 8000 exécutions
documentés, mais il y en a peut-être 30 000, probablement. Donc, si vous voulez, il faut comprendre que ce scénario, de toute façon, il se reproduira parce que l'islamisme est par nature, anti-extrême gauche. Ce sont deux forces, en fait, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui ont fait opérer une jonction au nom de l'anticolonialisme, au nom de l'anti-impérialisme, si vous voulez, au nom de l'antisionisme, sachant que derrière l'antisionisme se cache l'antisémitisme. Mais si vous voulez, on ne monte pas en fait un programme de société en fait simplement sur un idéal révolutionnaire et sur une jonction qui est faite à partir d'idéaux en fait révolutionnaires, totalitaires, je le rajoute. Donc je pense que très clairement, oui, aujourd'hui on voit bien qu'on assiste au même mécanisme qu'en Iran dans les années 60, à la fin des années 70, avec cette jonction, on le voit place de la République, entre des gens qui sont liés aux frères musulmans, des gens qui sont liés à l'extrême gauche, comme les filles, des gens qui sont liés en fait au groupe de soutien, si vous voulez, au FPLP par exemple, palestinien. Tout ça ne peut pas fonctionner, c'est illusoire, mais ces gens-là, en fait, agitent, essayent de porter le chaos, je pense, sur le territoire français, mais plus largement européen, au nom d'une convergence des luttes, si vous voulez, révolutionnaire, très clairement, mais qui n'a aucun sens. Justement, vous parliez de la France insoumise, que vous mettez en cause dans votre livre pour ses liens avec la République islamique d'Iran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où viennent ces liens et pourquoi est-ce qu'il y a ces liens entre un parti d'extrême gauche français et cette République islamique? Alors, je voudrais dire, pour vos auditeurs, c'est pas tant qu'on met en cause, on est très factuel, donc si vous voulez, on a repris des éléments, on est des enquêteurs, donc on a repris des éléments très factuels, des liens qu'il pouvait y avoir avec certains proxys de la République islamique d'Iran. Pour être très clair, dès les années 80, même dès 1979, l'ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique d'Iran, a fait en sorte, si vous voulez, de préserver ses liens avec l'OLP de Yasser Arafat. Mais parallèlement, il a fait en sorte aussi, si vous voulez, de financer, d'entretenir aussi des liens avec le FPLP, qui était un peu le concurrent, si vous voulez, de l'OLP. Le FPLP, c'est le Front populaire de libération de la Palestine. C'est une organisation terroriste listée comme telle, qui a participé au pogrom du 7 octobre 2023, aux côtés du Hamas et du djihad islamique. Ce qui est assez intéressant, c'est que le FPLP est plutôt, je dirais, d'inspiration marxiste, quand les deux autres groupes que j'ai cités, qui sont des groupes terroristes, sont d'inspiration islamiste. OK ? Et si vous voulez, en misant sur le FPLP, il a bien sûr investi de l'argent, fourni des armes, encadré en fait certains de ses miliciens, mais surtout il s'en est servi parce qu'il avait compris que la cause palestinienne avait bonne presse en France, notamment dans certains médias, auprès d'une certaine gauche intellectuelle, je dirais même d'une certaine extrême gauche intellectuelle. Et donc, il a utilisé le FPLP, si vous voulez, comme intermédiaire, ou comme agent, si on peut dire intermédiaire, pour approcher des personnalités, soit du monde intellectuel, soit du monde politique, si vous voulez, au nom de la cause palestinienne, et pour les amener dans le giron, en fait, des proxys de la République islamique d'Iran. Je rappelle encore une fois que le FPLP est financé, armé, encadré par la République islamique d'Iran. Et donc, si vous voulez, ces dernières années, on a pu voir, notamment ces derniers mois d'ailleurs, ça s'est beaucoup accéléré, un membre éminent du FPLP qui s'appelle Salah Hamouri, qui est un franco-palestinien, si vous voulez, faire des conférences avec des députés de la France insoumise, Mathilde Panot, Erzilia Soudé, etc. Et si vous voulez, le problème, c'est que le FPLP, il y a 4 ans, par la voix en fait, de son porte-parole, a très clairement dit que les gardiens de la révolution islamique qui ont tant de sang sur les mains étaient les frères de sang du FPLP. C'est important cette phrase-là. Ça veut dire que ce mouvement-là, qui est déjà considéré comme organisation terroriste en Europe, affiche ses liens avec la milice paramilitaire iranienne qui a fait des dizaines de milliers de morts en fait en Iran. Qui est connue comme une milice aussi paramilitaire, mais qui est aussi terroriste, qui investit en fait dans le narcotrafic. Et donc, si vous voulez, ce FPLP, aujourd'hui, via Salah Hamouri, donc, approche des députés de LFI, alors qu'ils le rencontrent à la limite, dans le cadre d'une mission parlementaire, mais c'est pas le cas. C'est dans le cadre, en fait, de conférences qui sont promotionnelles, presque géographiques, des fois, de Salah Hamouri, en fait, de ce qu'il a fait. Je rappelle que Salah Hamouri, parce que peut-être que vos auditeurs ne le savent pas, il a été condamné à la prison ferme en Israël pour avoir projeté de tuer, d'assassiner le grand rabbin d'Israël. Je veux dire, donc, il a été condamné pour avoir projeté un attentat
terroriste. Il faut être très clair en fait là-dessus, d'accord ? Donc évidemment, quand des députés de LFI sont en contact direct avec une personnalité aussi importante du FPLP, lequel le FPLP assume ses liens et les affiche avec, par la voix de son porte-parole, comme je le disais, avec la République islamique d'Iran, excusez-moi, mais le lien, même indirect, il est fait très rapidement, si vous voulez. Et donc c'est un vrai problème, et je pense que c'est un vrai problème sur le plan judiciaire et sur le plan légal, tout simplement. Autre point capital de votre livre, vous démontrez les liens très forts entre la République islamique, qui est chiite, et la confrérie des frères musulmans sunnites. Quelles sont les influences réciproques entre ces deux mouvances qui, au premier abord, semblent avoir une divergence religieuse forte, presque indépassable même, et pourtant? Alors, la réalité, si vous voulez, c'est que dans les années 40, s'est créée en Iran une organisation terroriste chiite qui s'appelle encore, elle existe toujours, les Fédaïnes et Islam. Les Fédaïnes et Islam avaient un chef qui s'appelait Nawab Safavi, et Nawab Safavi était le mentor de l'ayatollah Khomeini. Très clairement. Et Nawab Safavi, il se trouve que, bien que chiite, il était extrêmement sensible aux théories d'un dénommé Seyed Qutb. Seyed Qutb, c'était l'un des théoriciens phares de l'organisation des frères musulmans égyptiens, mais qui était extrêmement dur. Il a beaucoup inspiré en fait les djihadistes, le djihadisme contemporain. Il prônait en fait l'assassinat pur et simple des juifs, des chrétiens, même des chiites d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et pourtant, Nawab Safavi est allé le rencontrer à Jérusalem puis au Caire. Et en 1954, Nawab Safavi a prêté allégeance en fait aux frères musulmans. Il a rebaptisé son organisation, les Fédaïn Islam, il l'a rebaptisé en fait les frères musulmans iraniens. Et pendant des années en France, c'est très connu en Iran tout ça, tout le monde connaît ça. En France, on a fait l'impasse dessus. Les chercheurs spécialistes de l'Iran ont fait l'impasse dessus en nous disant schisme, sunnisme, ça n'a rien à voir. Et vous l'avez d'ailleurs dit vous-même. Et pourtant, il y a une organisation en fait chiite islamiste terroriste qui a prêté serment d'allégeance aux frères musulmans égyptiens et qui s'est rebaptisé frères musulmans iraniens. L'ayatollah Khomeini, si vous voulez, donc comme il était très proche de Nawab Safavi, il s'est beaucoup inspiré des théories des frères musulmans. Je dirais que le guide suprême de la révolution islamique actuelle, qui est Ali Khamenei, c'est le traducteur en persan des œuvres de Seyed Qutb. La République islamique, dans les années 80, je crois, avait imprimé un timbre à l'effigie en fait, de Seyed Qutb. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une relation très forte entre la République islamique d'Iran et sa source d'inspiration, qui est les frères musulmans. À tel point qu'en 1982, le guide de la confrérie islamique avait clairement dit que la République islamique d'Iran était la première réussite d'État islamique, inspirée en fait de leur confrérie. Dans les années 80, pendant la guerre Iran-Irak, l'organisation des frères musulmans a organisé un ravitaillement aussi humanitaire. Il faut savoir que sur le front, les soldats iraniens n'avaient quasiment pas de quoi manger. Ils n'avaient pas les rations de combat qu'on pouvait avoir dans les armées occidentales. Et donc, les frères musulmans ont organisé en fait, du ravitaillement. En fait. Alors, tout ça, c'est raconté dans des livres très documentés, qui sont parfois même écrits par les principaux leaders en fait, de la confrérie ou leurs financiers. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très documenté. Il n'y a qu'en France, aujourd'hui, qu'on est surpris de savoir qu'il y a un lien entre la République islamique d'Iran et les frères musulmans. C'est archi documenté. Maintenant, il faut se poser la question, pour ceux qui, en France, nous expliquent que les frères musulmans, c'est l'islam politique et que donc, c'est des gens qui sont tout à fait fréquentables. Mais regardez ce qu'a donné un régime d'inspiration frériste en Iran, comme à Gaza. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Ça donne des régimes totalitaire, ça donne des bourreaux, ça donne des gens qui n'ont, rien à envier en fait au totalitarisme nazi. Vous décrivez la République islamique comme, je cite, une pieuvre tentaculaire, c'est le nom de votre livre, et vous insistez sur la notion de, je cite aussi, politique à tiroir pour caractériser ce régime. Comment s'organise-t-il, notamment sur le volet répressif et sur celui de l'action extérieure liée au renseignement ? Alors d'abord, sur l'aspect pieuvre, c'est vrai que notre livre s'appelle La pieuvre de Téhéran, mais l'expression ne vient pas de nous, c'est une expression qu'on entend souvent, mais c'est parce qu'on a eu une conversation avec Mohsen Sazegara, qui est le cofondateur du corps des gardiens de la Révolution islamique, et c'est lui qui, dans un entretien, nous a dit les gardiens de la Révolution sont devenus une pieuvre, et une pieuvre mafieuse, très clairement. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a appelé le livre La pieuvre de Téhéran. Ce qu'il explique, si vous voulez, c'est que
Ce corps des gardiens de la révolution islamique, qui devait à l'origine s'appeler l'armée du peuple, qui a été pensé à Paris pendant l'exil de Khomeini à Neauphle-le-Château. Quand je dis à Paris, dans la région parisienne, à Neauphle-le-Château. Mohsen Shah était en exil ici avec lui, et c'est lui qui a l'idée de créer une armée parallèle en disant on ne pourra jamais faire confiance à l'armée nationale, elle a servi le Shah d'Iran, donc il nous faut une armée, une sorte d'armée bis, voilà, qui deviendra donc le corps des gardiens de la Révolution. Le corps des gardiens de la Révolution, si vous voulez, il est créé donc en 79. Très rapidement, la guerre avec l'Irak en fait éclate. Dans les années 80, en fait, ces combattants vont s'illustrer, si vous voulez, sur le front en fait de la guerre Iran-Irak, et vont rentrer à la fin de la guerre chez eux, mais auréolés de gloire. Et l'État va commencer à leur octroyer en fait des subventions, des prêts à taux zéro. Ils vont commencer à pouvoir créer des entreprises, mais surtout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont confisquer une très grosse partie des entreprises iraniennes. Donc déjà, ils ont la main sur les entreprises publiques, mais ils vont aller aussi préempter, si vous voulez, un certain nombre d'entreprises privées. Pour les confisquer, leur méthode est simple, c'est qu'ils disent que le PDG de telle ou telle entreprise qu'ils veulent récupérer, c'est un opposant au régime, donc ils le font emprisonner, ils mettent la main sur ses biens. Et donc ils vont se construire une fortune telle qu'aujourd'hui, on dit qu'ils tiennent plus de 70% de l'économie en fait iranienne. Ils vont investir une partie en fait de leurs capitaux à l'étranger, notamment dans des programmes immobiliers, en Turquie, dans des pays, en fait, si vous voulez, proches de l'Iran. Mais pareil, ça va générer tellement d'argent qu'à un moment donné, ils vont rentrer en contact avec des cartels, si vous voulez, liés au trafic de drogue, colombien notamment. Alors tout ça via aussi les réseaux du Hezbollah libanais. Ils vont investir dans le trafic de cocaïne, dans les drogues de synthèse. Ça devient une véritable mafia, une véritable pieuvre mafieuse qui a des intérêts en fait partout dans le monde. Et si vous voulez, à la fin des années 80, début des années 90, ils créent une unité en fait d'élite en charge de leurs opérations extérieures qui s'appelle la force Al-Quds des gardiens de la Révolution et qui va être chargée évidemment de l'encadrement des proxys iraniens à l'étranger, donc évidemment le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, le Hamas à Gaza, etc. Et évidemment cette force, je dirais, de projection extérieure qui est dotée d'un département influence, d'un département cyberguerre, d'un département guerre asymétrique, enfin, qui est aussi doté d'un département blanchiment d'argent, en fait, de transfert de fonds, blanchiment, etc. C'est elle qui va, si vous voulez, récupérer un petit peu, la responsabilité de la relation avec ces cartels, en fait, mafieux, tout en en opérant quand même des attentats terroristes. Hein. C'est une organisation terroriste, il ne faut jamais l'oublier aussi, le corps des gardiens de la Révolution, et notamment sa force Al-Quds. Et donc, si vous voulez, à l'extérieur, ils vont porter à la fois, en fait, leurs méfaits via ces trafics d'armes, de drogue, de la prostitution, évidemment par l'espionnage, hein, ils ont une cellule espionnage aussi, par l'influence, ils font de l'influence, je vous l'ai dit, pendant que sur le plan intérieur, si vous voulez, les gardiens de la Révolution vont imposer un régime hyper répressif, c'est-à-dire que tous les gens qui sont soupçonnés, je dis même pas les opposants, les gens qui sont soupçonnés d'être des opposants, d'accord, sont arrêtés, torturés. La torture est systématisée, en fait, hein, pour les opposants dans les prisons iraniennes, très souvent violés. Vous le savez, en Iran, hein, les minorités sont persécutées, les minorités ethniques, mais les minorités sexuelles aussi, les homosexuels sont pendus à des grues. Enfin, c'est horrible ce qui se passe en fait en Iran. Attendu qu'une partie des services secrets iraniens est formée quand même par les services secrets russes depuis 45 ans, qui les forment bien sûr aux méthodes d'infiltration, d'ingérence, d'espionnage, mais aussi aux méthodes de torture, très clairement. Et on a ouvert, je le dis, c'est important parce qu'on a ouvert les geôles de Bachar el-Assad quand son régime est tombé. Son régime tyrannique, évidemment, est tombé, mais la réalité, c'est qu'on dira... On découvrira probablement en Iran qu'il se passe la même chose que dans les geôles syriennes, sous Bachar. Emmanuel Razavi, avec votre co-auteur Jean-Marie Montali, vous revenez en long, en large et en travers dans votre enquête sur ces agents d'influence du régime iranien en Occident, plus spécifiquement en France. Comment définiriez-vous un agent d'influence ? Et pouvez-vous nous donner peut-être des noms de ces agents qui œuvrent en faveur du régime islamiste de Téhéran ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Vous avez les agents d'influence, vous avez les relais aussi en fait d'influence. Un agent d'influence, très souvent, en fait, il est recruté en fait par les services secrets iraniens ou par les services secrets du corps des gardiens de la Révolution, force Al-Quds, avec une mission précise qui est de porter les éléments de langage de la République islamique d'Iran et notamment de ses proxys en Europe, de ses proxys notamment palestiniens, mais aussi libanais comme le Hezbollah, pour expliquer que ce sont des mouvements de résistance et pas des organisations terroristes, entre autres choses. Donc, ce sont des gens qui sont parfois rémunérés même souvent rémunérés par les services secrets en fait iraniens, ou qui sont rémunérés en tout cas quand ils servent dans des pays comme la France ou l'Allemagne, par les ambassades sur place, ou parfois rémunérés
par des centres de réflexion, des think tanks, si vous voulez, qui leur payent soi-disant des missions pour des conférences, pour des rapports, enfin bref. Donc ça, aujourd'hui, vous en avez quand même énormément, parce que dès l'avènement de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeini, si vous voulez, a mis la main sur un réseau d'une centaine d'ambassades, et il s'est servi de ces ambassades pour déployer ses espions, ce que font tous les pays, pour déployer son réseau d'influence, ce que font aussi tous les pays. Mais parallèlement, ces ambassades, elles ont eu à charge aussi, souvent, enfin les espions au sein de ces ambassades, d'animer des réseaux terroristes qui ont posé des bombes à Paris, qui ont tué des Français, qui ont tué des gens en Allemagne, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas anodin. Je veux dire, c'est pas la Suisse ou l'Italie ou les États-Unis qui font de l'influence. C'est pas Hollywood qui fait de l'influence, si vous voulez. C'est très clairement un régime qui est un narco-État et un État terroriste et qui se sert en fait de relais diplomatiques officiels dans différents pays, dans nos démocraties, y compris jusqu'au sein des Nations Unies, si vous voulez, pour porter un discours. Donc, ces agents d'influence, très clairement, sont des gens qui sont recrutés par des services de renseignement du régime iranien. Après, les relais d'influence, c'est différent. Vous avez des fois des gens qui le font presque inconsciemment. Des gens qui le font par retour, je dirais, par renvoi d'ascenseur. Un exemple, vous avez par exemple des chercheurs. Un chercheur, je pense notamment à un chercheur. On n'a pas donné son nom parce que voilà, ces gens-là peuvent avoir aussi une famille, etc. Donc on est respectueux de ça. Mais des chercheurs qui vont se retrouver à voir leurs travaux facilités pour aller travailler en Iran. En général, des chercheurs spécialistes de l'Iran. Donc, on va leur donner des visas très facilement, parce que c'est compliqué d'avoir un visa pour l'Iran. Sur place, on va faciliter, en fait, la logistique relative à leurs besoins, à leurs travaux, etc. Et donc, quand ils rentrent en France, en Espagne ou en Allemagne, selon leur nationalité, ils vont expliquer que le régime iranien, c'est pas ce qu'on dit, c'est un régime très bienveillant, c'est peut-être une démocratie un peu dure, ou un régime peut-être autocratique, mais un peu soft. Vous voyez, c'est ce genre d'éléments. Ils vont nous expliquer que c'est un régime qui est bienveillant. Vous avez, je l'ai raconté sur plusieurs plateaux, un chercheur français, un universitaire français, qui a expliqué que Ebrahim Raïssi, c'est l'ancien président iranien qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Ebrahim Raïssi, il était surnommé en Iran le boucher de Téhéran. Il était procureur adjoint du tribunal révolutionnaire islamique en 1988. Il a co-présidé à l'exécution de milliers de gens. Il avait du sang sur les mains. C'est un criminel contre l'humanité. Ce monsieur nous a expliqué sur un plateau de télévision du service public que dans son immense bienveillance, il avait réformé la police des mœurs. La police des mœurs, je rappelle qu'elle a aussi du sang sur les mains. La police des mœurs iranienne, c'est elle qui est à l'origine de l'assassinat de Mahsa Amini. Vous savez, cette jeune iranienne kurde qui a été assassinée pour mauvais port du voile par cette police des mœurs. Donc, vous voyez, ces relais d'influence-là, qui sont ineptes, si vous voulez. Ils ont tellement besoin pour gagner leur vie d'aller faire leurs recherches là-bas que du coup, ils en deviennent complaisants, mais bêtement. Voilà. Sauf que quand c'est des gens comme moi qui les entendent, donc des journalistes qui travaillent sur ce qu'est le régime dans sa structure, si vous voulez, tortionnaire, c'est important, le mot je l'emploie à dessein. Moi, vous l'avez rappelé, je suis d'origine iranienne, je suis franco-iranien. Moi, j'ai eu des gens de ma famille qui ont été exécutés en Iran, qui ont été torturés, qui ont été arrêtés. Une autre partie de ma famille qui a été contrainte à l'exil. Si vous voulez, quand on entend ça, on a 2 otages français dans les geôles iraniennes. Je le répète, c'est Cécile Kohler et Jacques Paris. Ils sont innocents. Ils ont été mis dans une prison Evin où ils subissent des tortures psychologiques. Vous vous rendez compte ? Donc vous comprenez bien que ce n'est pas un régime bienveillant, le régime iranien. Voilà. Donc ces relais d'influence qui sont parfois inconscients et surtout ineptes, voilà, existent aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tout le monde est payé. C'est-à-dire que vous avez aussi, vous l'avez vu à Sciences Po, vous avez des jeunes qui appellent au soutien de la résistance en fait, palestinienne, financée par l'Iran. La résistance palestinienne, on a compris, djihad islamique, c'est des organisations terroristes en fait, ou Hamas, ou FPLP. Parfois, ils le font parce qu'ils considèrent que la lutte au nom de la révolution, comme leurs aînés dans les années 70, c'est quelque chose de très romantique, si vous voulez. Il faut prendre position pour le faible, parce qu'ils ont une vision des choses qui est que ces mouvements terroristes, en réalité, sont des mouvements opprimés et donc des mouvements, en réalité, de résistance. Voilà. Moi, c'est un discours qui, aujourd'hui, me gêne énormément. Une organisation terroriste, il y a des lois, quand même, dans notre pays. Quand on liste une organisation comme étant une organisation terroriste, on ne peut pas la qualifier de résistante. C'est une inversion des valeurs. Vous en parliez à l'instant, vous évoquiez le sujet de Sciences Po. Vous démontrez à travers cette enquête que l'université, c'est-à-dire le milieu étudiant universitaire, celui de la recherche, est une cible prioritaire pour le régime iranien des mollahs. Pour quelle raison ? Parce que, si vous voulez... Alors, ça commence dans les années 70. Dans les années 72-73, l'ayatollah Khomeini, qui n'avait pas encore pris le pouvoir en Iran,
était très proche d'un homme dont le nom de famille est Motashamipour, qui est son bras droit, qui est son disciple, qui est un peu son fils spirituel. Et il découvre notamment Yasser Arafat avec Motashamipour, qui fait la une de plein de journaux en fait en Occident, qui est très prisé des médias. Et il envoie Motashamipour rencontrer Arafat. Arafat va lui proposer de suivre des entraînements dans des camps. Je vais arriver à l'université dans des camps, d'entraînement paramilitaire dans la plaine de la Bekaa en fait au Liban. Et dans ces camps où vont venir d'autres miliciens en fait et d'autres djihadistes en fait iraniens. Sont présents aussi, sont entraînés en fait des membres d'organisations marxistes européennes qui sont souvent en fait issus d'associations universitaires contestataires, souvent des gens qui ont fait des longues études, qui sont en fait une très bonne passerelle en fait intellectuelle en même temps que paramilitaire pour les islamistes iraniens. Donc il y a une certaine amitié qui va se forger entre ces gens qui s'entraînent ensemble dans les camps d'entraînement palestiniens et qui va perdurer pendant des décennies. Et je dirais que lorsque Khomeini vient ensuite, si vous voulez, en exil à Paris en octobre 1978 jusqu'en janvier 1979, il se rend compte que la cause palestinienne est très bankable en fait en France, dans certains médias de gauche ou très à gauche. Il se rend compte qu'une certaine, si vous voulez, élite intellectuelle, je parle de Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, les philosophes. Je rappelle pour vos auditeurs que Jean-Paul Sartre, il était membre d'un comité de soutien à l'ayatollah Khomeini. Imaginez. Moi, encore une fois, j'ai de la famille qui a été exécutée en Iran, qui a été assassinée. Comment un intellectuel français a-t-il pu soutenir, si vous voulez, un bourreau comme Khomeini ? Et donc, si vous voulez, ils se rendent compte, en fait, ces islamistes iraniens, Khomeini en tête, que la jonction avec les mouvements d'extrême gauche se fait très facilement, notamment dans les milieux intellectuels. Et les milieux intellectuels, ils sont issus du monde universitaire, du monde de la recherche, notamment. Et donc, quand Khomeini prend le pouvoir, si vous voulez, en 79, les universités européennes, occidentales, parce que c'est vrai aux États-Unis, vont devenir le terrain de prédilection, en fait, du recrutement en fait, des services secrets iraniens. Ils pensent que c'est plus facile d'aller recruter là que dans n'importe quel autre écosystème. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a des associations, encore une fois, d'extrême gauche. On est quelques années après la guerre du Vietnam. Un certain nombre de jeunes intellectuels dans les milieux universitaires sont un peu orphelins, si vous voulez, de la guerre du Vietnam. Et donc, cette révolution iranienne, elle leur apparaît, pareil, comme la lutte, en fait, si vous voulez, du pauvre, de l'opprimé contre l'oppresseur. Je rappelle que Michel Foucault, le philosophe Michel Foucault qu'on enseigne, enfin moi quand j'ai fait Sciences Po, on enseignait en tout cas les textes de Michel Foucault. Michel Foucault, il qualifie l'ayatollah Khomeini à l'époque, je le cite, de saint. Et il oppose le saint, d'accord, au despote qui est supposé être le roi en face. Vous voyez, c'est quand même très cliché, c'est quand même très réducteur. Mais ce discours-là, il va porter dans les universités, il va porter sur des générations en fait, d'intellectuels jusqu'à aujourd'hui, d'accord, qu'on retrouve dans ces milieux-là et qui offrent un écosystème intéressant aux services secrets iraniens pour leur recrutement. En quoi la France est-elle une cible jugée prioritaire par la République islamique ? Quel est son objectif concernant notre pays ? Alors, si vous voulez, la France, depuis l'ayatollah Khomeini et son séjour à Neuf-le-Château, elle est perçue quand même, c'est depuis la France que Khomeini a opéré son retour en Iran, accueilli par des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions de personnes. On s'en souvient, à l'aéroport, dans les rues de la capitale, à bord d'un avion Air France. Si vous voulez, elle reste une terre de révolution, la France, pour les dignitaires de la République islamique d'Iran. Elle reste aussi, si vous voulez, une terre d'idées, mais qui est alliée, en fait, qui n'est pas incompatible avec le fait qu'elle soit une terre de révolution. Elle est aussi une terre où les milieux, en fait, universitaires sont, en tout cas pour les associations d'extrême gauche, ou les enseignements, ou les enseignants d'extrême gauche, est tout à fait ouverte aux idées pro-palestiniennes, donc facile à manipuler, et évidemment aussi, vous l'avez vu dans des manifestations ces derniers jours, aussi assez complaisante, si vous voulez, avec l'islamisme iranien. Donc il y a ça déjà. Donc c'est un terrain fertile de recrutement, comme je vous le disais. Mais dans un deuxième temps, la République islamique d'Iran a aussi un peu peur de la France, parce qu'elle considère que ça reste le pays le plus influent en fait d'Europe,
que c'est un pays qui a été très dur, notamment en fait, dans le cadre des négociations en fait, sur le nucléaire. C'est la France qui a eu les positions les plus dures, hein, très clairement, aux yeux des Iraniens. On est aussi militairement une force qui leur fait peur parce que nous avons une présence dans le Golfe Persique. On a une base à Abu Dhabi, hein, qui est une base de très haut niveau, tant sur le plan militaire que sur le plan technologique. Donc ça gêne énormément en fait, l'Iran. Et donc, si vous voulez, elle a besoin en permanence de faire de l'influence chez nous, en même temps de nous mettre sous pression pour que, on ait des positions peut-être un peu moins dures, et notamment pour qu'on fasse à notre tour pression sur les autres pays européens, mais aussi sur Israël, pour qu'Israël retienne ses coups. Donc, vous voyez, il y a une vraie stratégie vis-à-vis de la France au sein de la République islamique d'Iran. Emmanuel Razavi, vous mettez en exergue la coopération des services de renseignement russes et iraniens pour agir dans et contre notre pays. Pourquoi la France est-elle le talon d'Achille de l'Occident ? Alors, si vous voulez, d'abord, il y a une chose qui est importante, que vous avez rappelé, c'est qu'effectivement, les services secrets russes forment les services secrets en fait, iraniens depuis les années 80, et que donc, si vous voulez, ils se connaissent très très bien, ce qui fait qu'ils ont pu organiser des opérations très coordonnées entre les services des deux pays, des opérations d'ingérence, de manipulation, de déstabilisation jusqu'en France. On le sait notamment dans le cadre des opérations de manifestation qu'il y a eu au lendemain du 7 octobre, des pogroms du 7 octobre 2023. Vous avez des opérations d'ingérence qui ont été montées par les Russes et par les Iraniens, qui ont été coordonnées ensemble. Voilà. Comment dire, la France, talon d'Achille de l'Europe. En fait, je suis pas sûr de ça parce que, aux yeux des Iraniens, la France fait peur quand même. Vous voyez, ils considèrent qu'on a été très dur avec eux, notamment dans le cadre des négociations en fait sur le nucléaire, mais y compris dans le cadre des inspections en fait de l'AIEA. Ils ont peur de nous militairement, encore une fois, par notre présence et dans le Golfe et à Djibouti. D'accord ? Donc, vous voyez, ils ne nous perçoivent pas comme une puissance faible. Ils nous perçoivent au contraire comme une puissance en fait qui les gêne aujourd'hui. Dans le même temps, ils savent que la France, c'est un pays, ils le voient comme ça. Moi, je discutais avec des gens de l'intérieur du régime. Ils considèrent que nos diplomates sont faibles. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le pays est un pays puissant et en même temps que notre diplomatie, en fait, ne sait absolument pas négocier avec eux. Moi, il y a quelqu'un de très haut niveau qui travaille, si vous voulez, à très haut niveau au sein de l'administration iranienne, dans les milieux un peu à la fois du rance et de la diplomatie, qui m'a dit mais vos diplomates sont faibles face à... Ils ne comprennent pas comment se comporter face à nous, on n'a pas de raison de ne pas en profiter. Attendu que le mensonge est quelque chose de prescrit en Iran, par la jurisprudence chiite iranienne, c'est-à-dire qu'un diplomate au service en fait de la République islamique d'Iran, il lui est recommandé de mentir aux diplomates occidentaux dans l'intérêt en fait de l'Iran. Donc vous voyez, de cacher par exemple qui développe en fait du nucléaire militaire. Voilà. Donc c'est pas tant que ce soit un talon d'Achille, je crois que c'est plutôt en fait aujourd'hui deux mondes qui ont du mal à se comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un monde en fait iranien très complexe, très très complexe, je peux vous le dire. Et un monde occidental on n'a pas le même temps en Occident qu'en Orient, d'accord ? Quand on vous dit oui en Orient, ça ne veut pas dire oui. Un oui, ça veut dire peut-être. Et comme on dit très souvent en Orient, un peut-être, ça veut dire non. D'accord ? Donc, on n'a pas ce logiciel. Nos diplomates n'ont pas ce logiciel. L'autre chose, c'est que je pense que si on prend en tout cas nos ministères des Affaires étrangères des années récentes, ils ont été très souvent conseillés par des spécialistes du monde arabe, alors que l'Iran n'a strictement rien à voir avec le monde arabe. C'est deux mondes différents, je peux vous le dire. J'ai beaucoup couvert le monde arabe, je le couvre beaucoup depuis 30 ans. Je suis d'origine iranienne, enfin, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. C'est un monde fascinant, le monde arabe, comme le monde perse, mais c'est vraiment deux sociologies très différentes. Et deux approches politiques très différentes. Donc c'est compliqué à comprendre aussi, je pense, si vous voulez, pour nos diplomaties. Il y a un logiciel, si vous voulez, je pense au Quai d'Orsay aujourd'hui, qui est un logiciel qui consiste à trouver, si vous voulez, des solutions négociées en fait avec des bourreaux. Je pense que c'est pas le bon logiciel, moi, aujourd'hui, parce que ces bourreaux, à l'intérieur du pays, sont aussi des terroristes à l'extérieur. Ils nous mettent en danger. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont tissé en 45 ans. C'est un ancien agent infiltré, un ancien espion, qui me l'a dit, Mathieu Gadiri, d'ailleurs, qu'on cite abondamment dans notre livre, qui m'a dit, en fait, les services secrets iraniens, il a infiltré, lui, les services secrets iraniens, ils ont eu 46 ans pour infiltrer, en fait, l'Occident. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Ils sont partout. Voilà, comme les frères musulmans, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on commence à sortir des rapports. Il y a Florence Bergeau-Blaclair qui a fait un travail très documenté sur l'infiltration frériste, en fait, en France, en Europe.
Nous, avec Jean-Marie Montali, qui travaillons beaucoup sur l'espionnage et l'infiltration en fait iranien en France, en Europe, aux États-Unis en fait aussi. Voilà, il faut maintenant que notre diplomatie, nos politiques prennent conscience que le danger est là, que c'est très menaçant et qu'il ne soit plus, alors peut-être pour reprendre votre expression, le talon d'Achille. Je ne pense pas que c'est la France en termes de puissance qui soit faible, je pense que c'est plutôt les gens aujourd'hui qui la représentent, qui peuvent apparaître faibles aux yeux des Iraniens, des services secrets iraniens. C'était justement ma question suivante. Comment les services de renseignement français et occidentaux en général s'organisent-ils, comment agissent-ils pour contrecarrer cette ingérence iranienne ? C'est une question qui est intéressante, c'est vraiment l'une des premières questions qu'on s'est posées. Vous avez un exemple précis dans le livre dont on parle, c'est cet ancien policier travaillant pour le contre-espionnage français, Mathieu Gadiri, qui est un franco-iranien, qui en 1984 est approché, officiellement, donc il est étudiant, il est plutôt proche du Parti socialiste, il est approché par les services secrets iraniens, qui le trouvent brillant et qui se disent on va le recruter pour faire de l'infiltration de l'espionnage au sein du Parti socialiste. Il va monter les échelons sur plusieurs années et l'objectif des services secrets iraniens, tel qu'il nous le raconte, c'est d'approcher François de Grossouvre, qui à l'époque est un conseiller de François Mitterrand. Et on est en pleine guerre, Iran-Irak en 1984. Les services secrets iraniens veulent savoir précisément quelle est la stratégie de François Mitterrand par rapport à l'Irak et à l'Iran. Et donc, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'espionner François de Grossouvre, qui est son plus proche conseiller. Et en fait, sauf qu'ils ne savent pas, quand ils recrutent en fait, Mathieu Gadiri, c'est que c'est en fait un agent du contre-espionnage français. Évidemment, dès qu'il est approché, il prévient en fait, le contre-espionnage, sa hiérarchie, qui lui propose de devenir agent infiltré, de faire croire aux Iraniens qui travaillent pour eux, et il va devenir un agent français infiltré au sein des services secrets iraniens. Vous voyez, donc même avant le Mossad, il y avait des services secrets français qui étaient infiltrés, un agent en tout cas des services secrets français infiltré à l'intérieur de l'Iran. Et en fait, il va protéger le Parti socialiste. En fait, les services secrets français vont protéger en fait la France et notamment François Mitterrand, si vous voulez, de cette ingérence et de cet espionnage iranien, en refilant des informations, si vous voulez, qui ne sont pas capitales, parfois des fausses informations. Il y a un peu de vrai, un peu de faux, voilà. Donc, ce qui montre bien que la France a su se prémunir, si vous voulez, du danger, de la menace d'ingérence iranienne. Je vais vous dire une chose. Avec Jean-Marie Montali, lorsqu'on a écrit le livre, on a interrogé donc un ancien agent comme Mathieu, mais d'autres aussi anciens agents, on s'est rendu compte à quel point le contre-espionnage français était de très haut niveau. Mais vraiment, je le dis parce que... Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du contre-espionnage, je suis plus spécialiste de l'espionnage iranien que français. Mais on s'est rendu compte qu'en France, dès le début, on avait évalué en fait le risque iranien, la menace iranienne au sein des services secrets français, avec des agents, je crois, et des cadres de très très haut niveau en termes d'expertise. Je dirais que là où le bas blesse, c'est plutôt le politique. C'est-à-dire que le politique n'a peut-être pas suffisamment écouté les mises en garde des services de renseignement français. C'est pas propre à la France, c'est vrai dans d'autres pays d'Europe. Donc très clairement, pour répondre à votre question, non seulement la France a infiltré en fait des agents côté iranien, mais en plus elle a su en fait protéger la France et ses institutions des ingérences iraniennes, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Emmanuel Razavi, pour conclure cet entretien sur une note plus heureuse et pour boucler avec ma toute première question, le monde et surtout le peuple iranien peut-il espérer la fin de ce régime sanguinaire et islamiste qui dure maintenant depuis plus de 40 ans ? Écoutez, oui, il faut garder espérance. La moyenne d'âge, je vous le disais tout à l'heure, c'est 32 ans en Iran. Tous ces Iraniens qui incarnent un avenir, je pense un pari sur l'avenir, ils sont très bien formés. Il y a un truc qui continue à bien marcher en Iran, ce sont les universités malgré les islamistes. Donc les Iraniens ont un très haut niveau en fait, de formation intellectuelle, universitaire. Ils sont capables, contrairement à ce que j'entends dire des fois de façon inepte, il n'y a pas de risque de chaos. Le chaos, il existe aujourd'hui en Iran à cause de la République islamique. Moi, j'interviewe les responsables des mouvements d'opposition iranienne. Ils ne veulent pas de guerre civile, ils ne veulent pas de partition du pays. Globalement, ils se parlent tous. Alors, même si ils ont des agendas différents, même si c'est très compliqué d'arriver à voir se créer une coalition, en tout cas, ils sont tous d'accord pour le faire. Et c'est surtout des gens qui, à part, si vous voulez, les milices kurdes ou les milices des Moudjahidines, mais dans l'ensemble, ce n'est pas des mouvements armés, ce sont des mouvements très démocratiques, très ouverts à l'Occident, très ouverts à une relation pacifiée avec Israël. Donc moi, je crois qu'il faut miser d'ailleurs sur ces oppositions laïques, démocratiques, qu'elles soient de centre-gauche, de centre-droite, monarchistes, constitutionnalistes, peu importe, ou libérales. Je pense qu'aujourd'hui, elles incarnent la promesse d'un avenir, radieux pour l'Iran, d'une stabilité. Je le dis, c'est très important, et non pas
d'un risque de chaos pour l'Iran. Ça, c'est vraiment la République islamique, encore une fois, qui fait passer ces éléments de langage, par le biais des fois de chercheurs qui sont naïfs, qui parfois, pour garder des bonnes relations avec l'ambassade et pour avoir des visas, pour partir travailler en Iran, faire leurs recherches ou leurs travaux, relayent en fait ce type de choses. Mais je l'ai encore entendu hier sur un podcast. J'avoue que, encore une fois, je suis journaliste, donc je suis assez factuel. Je ne suis pas naïf, je sais que ça existe depuis longtemps. Il n'y a pas que l'Iran qui fait de l'influence. Mais en revanche, vous voyez, pour des gens comme moi qui ont eu des gens de leur famille, des amis proches qui ont été tués en Iran par le régime, vous pouvez comprendre quand même que je trouve ça absolument choquant.